Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. En ce début d'année 2025, je vous souhaite une bonne année 2025. Étant assisté de Eric, et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laurent Henninger, historien, et nous sommes assistés de Claudia, que je salue, et d'Amélie qui va prendre vos messages avec zèle et virtuosité. Et nous allons traiter des tensions internationales à l'aube de cette année 2025. Et effectivement, l'année 2025 a commencé sur les chapeaux de roue, si on peut dire, avec l'attentat de Louisiane qui a plongé les États-Unis dans une assez forte émotion et je dirais l'Occident en général aussi. Et donc, Laurent Henninger, qu'avez-vous pensé de cet événement dont on ne connaît pas encore, évidemment, tous les tenants aboutissants, loin de là? J'en pense plusieurs choses qui sont toutes un peu vagues d'ailleurs. Je pense qu'effectivement c'est la confirmation que dorénavant le terrorisme est une menace constante. On peut rester des mois sans rien, et voire des années peut-être, et puis ça repartira. Mais c'est un danger auquel il va falloir s'habituer, c'est triste à dire, c'est affreux à dire même. Ça va faire partie du monde, de la vie. Et on n'arrive pas vraiment à l'arrêter, on arrive d'autant moins à l'arrêter que le terrorisme reste toujours, dans tous les cas, quelque chose qui contient une part de mystère. Il peut provenir d'à peu près partout. Bien sûr, il y a le terrorisme islamiste. C'est le premier auquel on pense. Et j'ai le sentiment, parce que j'ai bien sûr aucune information particulière, je suis un homme ordinaire, j'ai aucune information particulière sur cet attentat, mais il y a des chances qui viennent de milieux islamistes qui veulent se rappeler à notre bon souvenir. Parce qu'il se passe déjà pas mal de choses dans ce monde-là depuis quelque temps, et on ne sait pas si telle ou telle fraction a été oubliée dans la médiatisation planétaire, et qu'elle veut rappeler qu'il faudra compter aussi avec elle, peut-être, ça peut être ça. Mais vous savez, le terrorisme, ça peut venir aussi, ça peut être de la provocation. Et d'ailleurs, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ça peut aussi provenir d'instances beaucoup plus obscure et en même temps beaucoup plus officielle et officieuse tout à la fois. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Vous pensez peut-être à des manipulations par des services de renseignement, par exemple? Oui, par exemple, bien sûr. De toute façon, dans l'histoire, ils l'ont déjà pratiqué. Les services de renseignement, c'est l'une de leurs fonctions. Ce sont des services dits de renseignement, mais c'est des services de renseignement et d'action couverte, secrète. Donc, tout au long de leur histoire, qui remonte à loin maintenant, il leur est arrivé de pratiquer ça. Les services ou les polices aussi. L'utilisation de provocateurs par les polices, c'est une pratique courante dans beaucoup de pays, je dirais même dans pratiquement tous. Et les services de renseignement étant une forme très particulière de police, ils le pratiquent également. Donc, on ne sait pas, et on ne pourra jamais savoir avec précision, puisque par définition, ce genre d'événements, de faits historiques, ne laisse aucune trace écrite dans les archives. Donc, on est obligé uniquement de faire des déductions qui sont toujours fragiles et qu'on ne peut jamais affirmer de façon catégorique, mais poser comme hypothèse.
On peut pas faire plus, bien évidemment. C'est vrai que j'ai un souvenir personnel. J'avais un oncle qui avait été un des agents du BCRA, le service action de la France libre, et qui avait été un des grands baroudeurs de ce service action avec Mesmer, la Bollardière, etc. Oui. Et je me souviens qu'il me disait que dans les services de Londres, on était absolument convaincus, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que l'attaque de Pearl Harbor avait été anticipée par les Américains parce qu'ils lisaient dans les codes japonais, ils avaient les clés de décryptage. Donc ils savaient que l'attaque aurait lieu et Roosevelt avait besoin d'un casus belli à proposer au Parlement pour pouvoir faire entrer les États-Unis dans la guerre. Donc on les a laissés venir en faisant sortir les deux porte-avions qui étaient le Fleuron. Évidemment. Les Fleurons, et en laissant exposer au tir des Japonais des vieux cuirassés qui sont tombés, qui ont coulé, puis qu'on a même renfloué après d'ailleurs. Absolument. Et c'était une conviction dans les services de renseignement à Londres. Oui, et la vérité officielle, évidemment, n'est toujours pas... Non, mais ça fait maintenant 70 ans que des historiens, les historiens de cette question s'engueulent, polémiquent entre eux, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est une provocation de Roosevelt, et d'autres qui disent que non. On n'a pas de preuves, bien évidemment, ça laisse aucune preuve, mais il y a un faisceau de faits qui indique que oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Je veux dire, c'est parce que c'est très intelligent de faire sortir les porte-avions qui sont les futurs navires, ce qu'on appelle dans le vocable de la stratégie navale américaine les capital ships, c'est-à-dire les navires principaux d'une flotte, dont les protéger, les faire sortir et laisser les cuirassés, parce que les cuirassés, ils ne sont déjà plus les navires capitaux d'une flotte, ce qu'ils étaient auparavant, mais dans l'état d'esprit des populations qui ne sont pas encore au courant des changements des doctrines navales et des technologies navales et tout ça, c'est encore le cuirassé qui symboliquement est... Donc ça frappe d'autant plus. Vous surajoutez à ça que les Japonais avaient déjà pratiqué une attaque surprise sur une flotte au port en 1904, pour attaquer la flotte russe à Port-Arthur, pour déclencher la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Et vous surajoutez à ça que les États-Unis sont, à deux exceptions près, toujours rentrés en guerre à la suite d'un incident naval ou aérien bizarre. Toujours. La Boston Tea Party qui déclenche la guerre d'indépendance, c'est un incident naval bizarre, avec des colons américains qui sont déguisés en indiens, qui sont montés sur le pont d'un bateau britannique, ont jeté les marchandises dans l'eau. Vous avez ensuite un navire américain quelques années plus tard, en 1801 je crois, qui explose bizarrement. Bon, pourquoi dans le port de Tripoli, en Libye, ce qui permet à la flotte américaine d'intervenir contre les pirates barbaresques, qui parasitent le commerce occidental en Méditerranée. Vous avez en 1898 le cuirassé Maine qui explose tout aussi curieusement dans le port de la Havane, à Cuba, ce qui permet aux Américains de déclencher la guerre hispano-américaine. Vous avez le torpillage du Lusitania, vous avez Pearl Harbor, vous avez l'incident du golfe du Tonkin en 63 ou 64, oui. Qui est très bizarre. Il n'y a jamais eu de vedettes nord-vietnamiennes qui ont attaqué le destroyer Maddox. Bon, et ça, même les Américains l'ont fini par le dire après une commission d'enquête du Sénat. Vous avez encore, à mon avis, le 11 septembre, c'est très louche aussi. Alors, il ne s'agit pas de dire comme Thierry Messant que c'est qu'il n'y avait pas qu'aucun avion ne s'est craché sur les tours. Bien sûr que si, des avions sont crachés sur les tours. Il n'y a pas besoin, pour faire des manœuvres de ce genre, vous savez, il n'y a pas besoin de vrais complots complexes et tout ça. C'est très simple. Il suffit que vos renseignements soient au courant qu'une bande d'une vingtaine de zozos s'entraîne à piloter des avions, etc. Bon, vous reliez les points, vous savez qu'il y avait déjà eu quelques années plus tôt une tentative d'attentat contre le World Trade Center avec un avion,
une camionnette avec une bombe dedans dans les sous-sols, dans le parking. En 73, oui. Oui, mais il y en avait une ensuite dans les années 90, il me semble. Ah oui, en 93, pardon. Ouais. 93. Comment dire, vous les laissez faire, vous attendez, ils vont faire une bêtise, vous attendez. Vous poussez, alors soit c'est vous-même qui le faites, c'est vos services, avec des petits James Bond de vos services qui font une carabistouille, soit vous savez très bien que votre adversaire est suffisamment bête pour faire exactement ce qu'on attend de lui. Bon, c'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein en 90. Saddam Hussein, la veille de l'invasion du Koweït, reçoit l'ambassadrice américaine à Bagdad et lui dit, bon écoutez, on va attaquer le Koweït demain, vous avez rien contre? Et elle lui dit, non, allez-y, on s'en fiche complètement. Bon, et lui, comme un imbécile, a plongé dedans, et voilà. C'est ça, alors on va me dire, oui, vous êtes un complotiste et tout. Bon, bien sûr, si vous voulez qu'on m'accuse de ce qu'on veut, je m'en fiche maintenant, vous voyez. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des patterns, c'est-à-dire des formes, des schémas qui se reproduisent trop souvent dans l'histoire. Je veux dire qu'un pays rentre en guerre, sur 2 siècles, un pays rentre en guerre avec dans 80% un incident du même style, c'est logiquement pas possible, d'autant qu'il n'y a aucun point commun entre les différents adversaires avec qui on fait ça. Quel est le point commun entre la monarchie espagnole en 1898, Saddam Hussein, l'Empire japonais en 1941, etc. Quel est le point commun? Il n'y en a pas. Et c'est toujours des faibles en plus par rapport aux États-Unis. Un faible n'a pas intérêt à aller chercher la bagarre. Je veux dire, moi, je suis dans la rue là, je croise Mike Tyson, le poids lourd américain. J'ai aucun intérêt à aller lui chercher des coups en allant l'insulter ou que sais-je. Vous voyez, bon, c'est bizarre. Et c'est d'autant moins bizarre, en fait, pour me contredire immédiatement, que, en fait, c'est un incident naval ou aérien à chaque fois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, sur la plus longue durée historique, c'est qu'on appelle ça maintenant dans le vocabulaire des attaques des false flags, c'est-à-dire des attaques sous faux drapeau. Or, false flag, faux drapeau, pourquoi? Ça veut dire... Eh bien parce qu'en fait, précisément, et comme par hasard, ça vient du vocabulaire maritime. C'était une tactique très courante, utilisée non seulement par les pirates et les corsaires, mais également par des flottes tout à fait sérieuses, qui se hissaient un faux drapeau, un drapeau allié, et puis au dernier moment, le baissaient et mettaient le vrai, alors qu'ils étaient à plus qu'à 20 mètres de l'autre. Et c'était parce que la notion de ruse sur mer était extrêmement importante. Il y a eu des bouquins entiers pendant des siècles qui ont été écrits par des juristes sur la question de la ruse sur mer, parce que c'était un problème juridique qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, parce que la mer, comme chacun sait, c'est res nullius, du point de vue du droit. C'est chose nulle qui n'existe pas, d'un point de vue juridique. Donc, c'est vraiment une tradition de peuple de marins, de faire ce genre de choses. Oui, effectivement. Et il est vrai que... Alors là, pour le coup, excusez-moi, je vous rends la parole dans un instant, mais là, pour le coup, de la Nouvelle-Orléans, il y a peu de chance. Mais c'est simplement pour dire que je ne l'écarte pas. Maintenant, objectivement, je pense qu'il y a peu de chance. Je pense que c'est plutôt réellement des islamistes. Même si les islamistes peuvent aussi être manipulés par les services américains ou d'autres services. Ça, on l'a vu assez souvent ces dernières années. Oui, alors d'autant qu'on peut considérer qu'ils sont assez manipulables, d'une certaine manière. Bah oui. Mais comme tous les groupes extrémistes et tout ça, ce sont des groupes extrêmement manipulables parce que il y a une partie de leur direction qui est très intelligente, mais il y a aussi toute une partie de leur direction qui est complètement dingue et pas très futée, on va dire, hein, un peu infantile, et qui peuvent facilement lui mettre un chiffon rouge sous le nez et puis ils foncent. Donc il y a ça, et puis ce sont également des gens fragiles parce que souvent quand on est dans la clandestinité politique, on est fatalement aussi dans la clandestinité pour tout un tas d'autres choses. Donc j'avais un ami qui dans les années 70 était un militant gauchiste et qui me disait que dans son groupe gauchiste, il était interdit d'être drogué.
de fumer des joints, tout ça, c'était interdit, parce que les dirigeants du groupe en question considéraient que, à partir du moment où vous êtes camé, vous êtes fragile juridiquement. Parce que forcément, un jour ou l'autre, si c'est pas déjà fait, vous êtes tombé dans une rafle de police, ils ont trouvé quelques grammes sur vous, c'est pas suffisant pour vous envoyer au bagne, mais c'est suffisant pour que vous soyez fiché, pour que tout ça, et puis pour qu'on commence à vous faire chanter. Et voilà. Donc, vous voyez, ce sont des pratiques. Voilà. Alors, on le sait et on le reconnaît quand ce sont les nazis qui l'ont fait, comme pour attaquer la Pologne, par exemple, en 1939. Ça, on sait qu'il y avait des SS déguisés en garde-frontière polonais qui ont attaqué un poste radio allemand à la frontière polonaise, etc., en se faisant passer pour des soldats polonais, etc. On le sait, c'est documenté. Mais pourquoi ça serait que les nazis qui le feraient ? Vous voyez, tout le monde pratique ce genre de coups tordus, parce que la guerre, la stratégie et la politique, c'est tordu, c'est tout. Il ne s'agit pas de faire du complotisme, c'est-à-dire de voir des complots partout. Il ne s'agit pas de ça, ou d'expliquer, pire encore, ça c'est beaucoup plus grave, c'est les gens qui expliquent toute l'histoire de l'humanité en termes de complot. Ça c'est faux, c'est complètement faux. C'est ce qu'on appelle une vision policière de l'histoire. Vous voyez ? Il s'agit surtout d'éviter d'avoir une vision policière de l'histoire. Vous prenez les événements de Roumanie en 89 ou d'Ukraine en 2014, dire que tout a été télécommandé, organisé, planifié par les services secrets occidentaux ou communistes, peu importe, c'est idiot. Il y avait des foules entières de populations qui étaient dans la rue parce qu'elles en pouvaient plus. Et ça, c'est pas c'est pas un trucage. Ces foules, elles étaient réellement là parce qu'elles en pouvaient réellement plus. Vous voyez, maintenant, là où la manipulation peut commencer à intervenir, elle se greffe sur un mouvement de ce type et peut éventuellement l'orienter, faire des provocations à l'intérieur qui vont pousser la foule à faire des bêtises, etc., etc. Vous voyez ? Mais faut pas avoir une conception policière de l'histoire. L'histoire, c'est des forces puissantes qui sont en route, c'est des forces économiques, sociales, etc. C'est même pas uniquement des grands hommes. Hein, là, je vais choquer beaucoup de monde, et moi je suis assez d'accord, même si je suis très critique, je suis assez d'accord avec cette vision marxiste ou proto-marxiste de l'histoire. C'est pas les grands hommes. Les grands hommes, faut pas non plus tordre le bâton dans l'autre sens en disant qu'ils servent à rien. Ils peuvent influencer, ils peuvent faire basculer des situations qui tiennent à 1 millimètre, vous voyez, des choses de genre. Mais c'est le cas de Churchill, on peut dire. Mais complètement, c'est le cas de Churchill, c'est le cas de Napoléon. Et vous voyez, prenez Napoléon à Austerlitz et Napoléon à Waterloo. Napoléon à Austerlitz, s'il n'avait pas été là, la bataille n'était pas gagnée. Parce qu'il avait le coup d'œil... À Waterloo, d'abord, il avait vieilli, il avait moins le coup d'œil et tout ça. Et puis, la situation n'était pas la même. C'est-à-dire que à Austerlitz, s'il avait perdu, ça aurait été une catastrophe pour lui, c'était la fin. À Waterloo, s'il avait gagné, ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'il y avait une armée austro-russe qui arrivait. Donc, il y avait une deuxième bataille à mener quelques jours plus tard. Vous voyez, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Vous voyez, ce qu'on appelle en statistique et en probabilité des situations sur- ou sous-déterminées. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc pas de vision policière de l'histoire, surtout pas. L'histoire, c'est d'abord avant tout des forces profondes qui agissent, souvent très lentement, exactement comme la dérive des continents. C'est des plaques gigantesques, des plaques géologiques gigantesques qui avancent de quelques millimètres par an. Hein. Et puis de temps en temps, il y a des accélérations, ça fait un tremblement de terre, un tsunami, c'est des catastrophes et des millions de morts, bien sûr. Mais l'histoire fonctionne à peu près de la même façon. Toute image d'un événement par un autre domaine est toujours un peu scabreuse, mais globalement elle fonctionne.
Et effectivement, il n'y a pas de secte secrète avec des chapeaux pointus, comme on voit dans Tintin, les cigares du pharaon, vous savez, avec l'épisode avec cette secte là en toge, et enfin pas en toge, en chasuble, et avec des masques pointus à la Ku Klux Klan. Et qui rentre dans la pièce avec un mot de passe, enfin bon, tout un truc très romanesque. Non, mais ça se passe autrement. Mais par exemple, comment voyez-vous justement dans cette perspective le rôle d'organisation dont on parle souvent comme la trilatérale, par exemple? Mais la trilatérale ou d'autres fixe des grands objectifs historico-stratégiques, je dirais. Ils fixent des grands objectifs et ensuite, ce sont des officines de rang inférieur qui appliquent ou n'appliquent pas, ou qui appliquent partiellement, etc. Mais quelquefois aussi, ce qui est intéressant, c'est de travailler à mettre en place un dispositif qui va obligatoirement, nécessairement, déclencher un événement X, sans que vous ayez, vous, à le déclencher. Donc il y a une réelle influence tout de même. Oui, il y a une influence. Maintenant, ils ne peuvent pas non plus tout prévoir. Il y a des grandes prévisions comme ça qui sont tombées à l'eau parce que les événements se sont déroulés autrement. Et puis parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Bien sûr. Alors c'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec les technologies et tout ça, mais encore que d'ailleurs, parce que les technologies aussi, ça introduit plus de fragilité. Comme on le sait, hein, on veut tous faire un jour une visioconférence et avec des micros qui finalement marchent pas, la connexion qui est pas bonne, on connaît ça, hein, Laurent. Donc... Et alors il y a une autre entité dans le domaine financier, c'est le groupe Vandam, si j'écorche pas le nom, qui regroupe quelques grands noms de la finance. Oui, c'est très possible. De toute façon, c'est forcément au niveau de ces énormes instances financières que beaucoup de choses se jouent. Voilà. Forcément, puisque nous sommes entrés depuis déjà longtemps, hein, ça fait pas mal de décennies, certains disent même un siècle, qu'on est rentré dans un capitalisme qui n'est plus un capitalisme industriel. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capitalisme de l'industrie, mais c'est plus le capitalisme industriel qui fait la loi au niveau mondial. Ça pouvait être le cas en 1860. C'est plus le cas depuis facilement avant la guerre de 14. C'est un capitalisme financier. C'est des banques ou des immenses sociétés d'assurance ou des grands cabinets de placement et d'investissement. C'est des choses de genre. Vous voyez, et le capitalisme financier, ben forcément, oui, il est beaucoup plus à la recherche de ce genre de choses. Le fameux capitalisme rénant, les banques finançant les industriels, a été supplanté par le capitalisme anglo-saxon, oui. Très, très financier, très spéculatif. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et les autres pays que les anglo-saxons, même si leur capitalisme à l'origine n'était pas orienté dans cette direction-là, ils ont été obligés de s'y rallier, plus ou moins. Je veux dire, l'Allemagne maintenant, enfin le monde germanique est devenu une puissance financière gigantesque. Hein. Et je dis le monde germanique parce que l'Allemagne, c'est également la Suisse, c'est également l'Autriche, le Luxembourg, comme par hasard. Bon, c'est des pays comme ça. Et la finance, le capitalisme financier, il n'a plus il a de moins en moins, au fil du temps, il a de moins en moins les avantages du capitalisme qui ont été, même si ça a été fait de façon cruelle, souvent brutale, qui était véritablement de répandre le progrès technique et tout ça. Là, c'est un capitalisme de casino qui ne pense qu'à spéculer, et qui ne cherche que des intérêts immédiats. D'ailleurs, ça laisse songeur sur la façon dont on calcule le produit intérieur brut. Parce que l'on dit, lorsqu'on parle de la Russie, qu'elle a le PIB de l'Espagne ou de l'Italie. Et en fait, on dit les États-Unis ont un PIB infiniment plus élevé. Et c'est méconnaître le fait que le PIB des Américains, il est fait du chiffre d'affaires des cabinets juridiques,
des tarifs exorbitants des prestations médicales. Oui, oui, oui. C'est un PIB gonflé à l'hélium. Oui, 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 oui. Et on compare ça avec le PIB de la Russie, qui est un coffre-fort de matières premières, qui sont une vraie richesse, et pas du tout une richesse spéculative. Mhm. L'économie russe n'est pas une économie casino, comme celle que vous venez d'évoquer pour l'Occident. Et l'économie russe a, d'une part, un fondement de matières premières gigantesques, et d'autre part, une proportion importante de l'industrie dans sa composante productive. Alors que les États-Unis, c'est l'économie casino que vous avez évoqué tout à l'heure. Et on compare des PIB qui ne sont pas comparables en réalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, de toute façon, ce capitalisme purement financier, là, pour moi, c'est un capitalisme complètement dégénéré qui va devoir laisser la place à autre chose, à tout prix. Parce que sinon, il va entraîner l'humanité entière dans la catastrophe, voire dans la destruction. Surtout l'Occident, principalement. Je pense toute l'humanité, à terme, toute l'humanité. Je veux dire, c'est pas un hasard si il y a autant de fantasmes partout, absolument partout, sur la notion d'apocalypse et de fin du monde et de destruction. C'est pas un hasard si le cinéma d'horreur américain n'arrête pas de produire des films dits post-apocalyptiques avec des zombies et tout ça. Il y a une culture de la mort, il y a une admiration et une fascination pour la mort, la destruction, la dégénérescence. Qui est plus que malsaine. Oui, mais qui toucherait peut-être moins la Russie, la Chine. Ça, détrompez-vous. Oui. Détrompez-vous. Eux aussi, les populations sont très touchées par ces cultures populaires américaines. Elles en consomment énormément. Ah, oui. Oh là là, oui. Et ça a commencé depuis un petit moment même. Parce que mine de rien, ça fait quand même plus de 35 ans maintenant que le monde communiste est tombé. Oui, donc en 35 ans, il a eu le temps de se... Un tiers de siècle. Ouais. Il a eu le temps de se passer beaucoup de choses déjà. Hein. Oui. Et Internet a favorisé d'ailleurs. Internet, bien sûr, et puis la pénétration en force et en masse des firmes américaines de cinéma, de ceci, de cela. Hein. Ou de musique, je veux dire, la jeunesse russe maintenant, une bonne partie d'entre elles portent des blue jeans, des cheveux bleus, dans les villes en tout cas. Ils ne sont pas touchés par le wokisme encore. Dans les villes et tout ça, ça commence. Oui, dans les villes, oui. Voilà, ils ont les cheveux bleus, ils écoutent du hard rock ou que sais-je. En Chine, c'est pareil, hein. Au Vietnam aussi, à Cuba aussi, tous ces pays qu'on décrivait autrefois comme étant des pays du communisme pur et dur, quasiment des boy scouts rouges. Déjà même à l'époque, c'était pas si vrai que ça. Si, ça touche beaucoup de monde, en Afrique aussi. Alors c'est vrai qu'ils ont le moins de moyens pour acheter des produits dérivés ou des bêtises de genre, mais ils sont touchés quand même, hein. Faut pas croire, en Amérique du Sud, j'en parle même pas. Ils sont américanisés à un point qu'on n'imagine pas. Même dans la langue, il y a tout un tas de langues d'espagnol parlé dans certains pays d'Amérique du Sud, dont même la syntaxe a changé, n'est plus, sur certaines phrases, n'est plus une syntaxe espagnole, mais une syntaxe... Voilà, en Asie aussi. Alors l'Asie a des structures anthropologiques dans toutes ces populations qui leur permettent de pas trop mal résister. À peu près, hein, et globalement. Mais c'est pas évident, hein, non plus. Ils ont encore un culte de la famille en Afrique qui est très en Asie, pardon. Quand je dis Asie, c'est Extrême-Orient, hein. Chine, Japon, Corée, Vietnam, Asie du Sud-Est, ces pays-là. Ils ont encore des structures traditionnelles, familiales et tout ça qui sont encore très très importantes.
le culte des ancêtres, des choses de genre. Et ça leur permet de pas trop mal résister. Mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et oui. Et alors, nous avons des messages d'auditeurs. Nous avons des messages qui arrivent, mais tout d'abord, je voudrais rappeler, chers auditeurs, que vous écoutez le libre journal de la crise de Radio Courtoisie, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, et qui reçoit aujourd'hui Monsieur Laurent Henninger, qui est historien, spécialiste de l'histoire militaire, vous le savez bien. Et les thèmes de cette émission, ce sont sur les tensions internationales à l'aube de l'année 2025. Alors effectivement, quelques messages arrivent. Tout d'abord, j'en lis un premier, d'abord qui vous est destiné, une question qui vous est destinée, Monsieur Henninger. Ces groupes terroristes, comment vivent-ils ? Vous avez parlé. Avec quel argent ces groupes sont-ils créés ou manipulés par les services secrets occidentaux ? J'ai déjà répondu à ça plus ou moins. Certains peuvent l'être, manipulés par les services secrets occidentaux, mais ce genre de manipulation, d'abord, elle peut être directe ou indirecte. Elle peut être indirecte, mais au 3e ou 4e niveau. Hein. C'est souvent du billard, même pas à 3 bandes, mais du billard à 15 bandes qui se joue là. Bon, il y a ça. En plus, cette manipulation, elle peut être ponctuelle et puis s'arrêter ensuite pour reprendre, etc. Les Américains ou les Anglais ou les Français peuvent être en lutte contre tel groupe terroriste à un moment et puis ensuite passer une alliance avec lui de façon ponctuelle pour réaliser un coup particulier et ensuite recommencer à se taper dessus. C'est pas un jeu blanc-noir avec une partie d'échecs où on voit tout le monde, on voit toutes les pièces, elles sont toutes clairement noires ou blanches. C'est un jeu, c'est authentiquement un jeu véritablement pervers. Oui. C'est ça, hein, et ça a toujours été ça. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des services secrets ou de ce qui leur en tenait lieu, c'est-à-dire dans l'Antiquité, déjà c'était ça. Hein, faut pas s'illusionner. Et ça fait partie de la marche du monde là aussi. C'est pas bon. Alors comment ils vivent? Ils ont. Alors là, je ne saurais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire qu'il y a. En tant que historien des questions militaires, je me tiens aussi au courant de la publication des livres ou des articles spécialisés universitaires dans mon domaine, qui est vaste. Hein, le domaine militaire, c'est plein de choses. C'est pas uniquement compter les tanks et les mitrailleuses. Et c'est pas uniquement en France qu'on doit s'intéresser à ce qui se publie, mais essentiellement dans le monde anglo-saxon. Parce que nous, la France, au niveau des publications sur ces questions-là, j'exagère un petit peu, je vais être méchant, mais on est le tiers-monde, hein, en comparaison de ce que publient les anglo-saxons. C'est extraordinaire. Alors bien sûr que sur cette masse de publications, il y a des trucs qui sont pas terribles, mais enfin, globalement, la masse, au bout d'un moment, devient une qualité en soi. Oui. Hein, ils publient énormément et sur tous les domaines. En histoire militaire, vous avez chez eux des spécialistes de la guerre, chez les peuples polynésiens au XIIe siècle. Ah oui. On n'en a pas un seul en France. Vous avez tout. Oui. C'est aussi ça la puissance, hein. C'est aussi la puissance intellectuelle, ça en fait partie. Oui. Et je sais qu'il y a toute une branche des études militaires qui porte sur l'économie de la guerre et des armées, aussi bien dans l'histoire que dans le présent. Les questions de budget militaire, les questions de comment financer les budgets, comment financer une guerre, parce que ce sont des gouffres où on claque, comme disait notre bien-aimé président de la République, un pognon de dingue. Oui. Mais c'est vrai en l'occurrence. Et il y a, j'ai vu qu'il y a pas mal de spécialistes dans le monde anglo-saxon qui travaillent sur le financement des groupes terroristes. Comment ils se financent? Alors, j'ai jamais lu aucun article sur ce thème parce que j'ai pas le temps de tout lire d'une part, d'autre part parce que sur les questions financières proprement dites, je suis pas très compétent et je pense que même si j'essayais de lire l'article en question, j'y comprendrais pas grand-chose. Mais il y a un financement, et alors c'est un financement qui est fait d'une mosaïque de financements légaux,
détournés ou que sais-je, ou masqués, ou bon, et de financements illégaux par du trafic de drogue, du trafic d'armes, du gangstérisme quelconque, je sais pas, moi, ça peut être des attaques de banques, ça dépend dans quel pays, parce que je pense pas en Afghanistan, parce que faire des casses sur des banques en Afghanistan, déjà faudrait qu'il y ait des banques, beaucoup, mais j'imagine qu'en Amérique latine, ça se fait, par exemple. Parce que c'est une tradition dans ce pays-là. Hein. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, toute la tradition du western de ce genre populaire est là pour nous le rappeler. Hein. Bon, ça peut être, je sais pas moi, des enlèvements avec rançon. Il y a tout un tas de méthodes crapuleuses qui peuvent être mises en œuvre, mais également de méthodes légales. Et tout ça se mélange allègrement. Alors, cet auditeur poursuit avec une question alors qui s'adresse à nous trois. Avez-vous entendu parler du livre de Daniel, alors Daniel, une dame, hein, Ganser, les armées secrètes de l'OTAN, les réseaux STE, Bain Gadio et terrorisme en Europe de l'Ouest? Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, oui. Moi, j'ai lu pas mal j'ai pas encore lu le bouquin, je l'ai chez moi, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, comme beaucoup de livres chez moi. Mais oui, ce sont des réseaux, les réseaux Gladio, c'était des réseaux secrets de l'OTAN. On sait maintenant qu'ils ont été utilisés dans des provocations en Italie pendant ce qu'on a appelé les années de plomb en Italie, c'est-à-dire les années 80-90. Où, grosso modo, vous aviez d'un côté le Parti communiste, mais sur la marge, mais vous aviez en fait des règlements de compte au sein de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire le grand parti de la droite, du centre-droit, et même de droite d'ailleurs tout court, parce que dans la démocratie chrétienne, il y avait aussi bien de ce qu'on appellerait chez nous en France, du centre-droit, que de la droite au sens, je sais pas, il y avait aussi bien du Bayrou que du Giscard, quoi. On peut dire ça dans la démocratie chrétienne, il y avait un peu de tout. Mais je veux dire, l'assassinat d'Aldo Moro, on le sait maintenant, c'est vrai que c'est les brigades rouges qui l'ont kidnappé, bien sûr, mais les brigades rouges ont cherché à réellement négocier pour le libérer. Et qu'il y a eu des luttes secrètes sanglantes au plus haut niveau du Parti démocrate chrétien italien, parce que Aldo Moro était sur une ligne politique qui était, si je viens au pouvoir, avec moi, la démocratie chrétienne va gouverner avec le Parti communiste. Nous allons nous ouvrir à un gouvernement d'union nationale avec les communistes. Et il y avait toute une partie du Parti démocrate chrétien qui ne voulait absolument pas de ça. Ils étaient entre autres bien soutenus et poussés par les Américains pour refuser une telle alliance, ce fameux compromis historique, comme on l'appelait. Et ils ont délibérément laissé Aldo Moro se faire trucider. Ah oui. Ils ont refusé de... Enfin, bon, ben c'est pas un hasard si tous ces gens-là ont été interdits par la famille d'Aldo Moro, interdits d'assister aux obsèques. Parce que la famille d'Aldo Moro savait pertinemment qui c'était. Voilà, ils ont pratiqué des attentats en les faisant porter à l'extrême gauche, ce qui ne veut pas dire que l'extrême gauche n'a pas commis d'attentat, elle en a commis aussi, hein. Mais par exemple, l'attentat de la gare de Bologne, qui a fait plusieurs dizaines de morts, 80 je crois, c'était ça. On suppose aussi que c'était eux qui étaient derrière les tueurs du Brabant, en Belgique. Oui. Qui faisaient des attaques avec hold-up, mais complètement sanglantes, sanguinaires, mais sans raison. Uniquement pour le plaisir de vider des chargeurs dans la foule, quoi. Ah oui. En Belgique, bon, alors on peut mettre ça sur le dos d'une certaine bêtise traditionnelle que l'on prête ordinairement à ce peuple, mais bon, ça serait vraiment très très méchant. Et en fait, qui était derrière, là? On n'a pas la preuve directe, mais il y a de forts soupçons pour que ce soit les gladios belges qui l'aient fait. Et quel était le but, là? Souvent, vous savez, les gouvernements, ce qu'ils aiment bien faire, quand ils sont très ennuyés politiquement, quand un gouvernement est dans une impasse,
une impasse grave. Il aime bien soit déclencher des guerres pour détourner la population de... Ok, oui. C'est ce qu'a fait... C'est ce qu'a fait la junte argentine en 82, en envahissant les Malouines. Elle l'a payé très cher. Parce que c'est quand même quelque chose de très risqué de faire ça. Bon. C'est un coup de poker. Bon. Et une autre chose que les gouvernements peuvent aimer faire aussi dans ces cas-là, c'est créer du chaos. Créer le maximum de chaos. Et passez-moi l'expression de bordel. Pour parler comme dans le langage populaire parisien. Bon. De créer le maximum de bordel, que plus rien ne soit contrôlable, que tout parte dans tous les sens, que tout le monde se retourne contre tout le monde aussi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'unir, s'allier et puis voir quels sont les vrais responsables. C'est d'un tel chaos, y compris dans les rues, qu'ils se mettent à s'en prendre à leurs voisins ou au conducteur de la bagnole qui est là-bas et qui est mal garé, alors que normalement, ils ne devraient pas se taper dessus entre eux. Parce qu'ils sont tous dans le même sac, ils sont tous dans le même bateau, si j'ose dire, vous voyez. Pas de commentaires, mais... voilà, bon. C'est créer le maximum de chaos. Alors ça aussi, c'est une stratégie risquée pour un gouvernement. Mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe bien. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'en ce moment, cette idée de vouloir à tout prix rentrer en guerre contre la Russie en Ukraine, il y ait une mauvaise pensée d'un jeune homme très immature mais ayant beaucoup de pouvoir, qui se disent, par dépit et rage de sale gosse qui ne peut pas faire assouvir ses fantasmes, qui est une sorte de rage d'ici les salauds, les sales cons, ils veulent pas de moi, je vais me barrer, etc. Mais je vais leur laisser une grosse crotte derrière eux, derrière moi. Et ils se démerderont, si j'ose dire, avec cette guerre contre la Russie. Je serais pas étonné qu'il y ait que au moins cette idée lui ait traversé la tête. Tout à fait. J'en suis convaincu, moi aussi. Oui. Il y a encore une question d'un auditeur. L'invité a fait beaucoup de chemin sur le chemin de la vérité, mais pas encore assez. Alors, ça ne concerne, je dis bien, je lis ce que... Oui, j'entends bien. Son explication sur le 11 novembre n'est pas aboutie. Aucun avion n'est rentré dans les tours, dit cet auditeur. Image de synthèse, des avions rentrent dans les tours comme dans du beurre, alors qu'ils auraient dû exploser en 1000 morceaux avec une grosse explosion. Voilà je vous lis. Oui, écoutez, je veux bien avoir encore du chemin à faire sur le chemin de la vérité. C'est fort possible, en plus, je plaisante pas, c'est même pas de l'ironie de ma part. Mais là, en l'occurrence, je suis pas d'accord avec monsieur. D'une part, parce qu'il y a des milliers de New-Yorkais qui étaient dans la rue et qui ont vu les avions se cracher dans les tours. Et qui les ont filmés. Et les ont filmés avec leur téléphone ou leur que sais-je. Bon, voilà. Donc, faut arrêter de voir de la magie partout. D'une part. D'autre part, que les avions explosent dès l'impact ou à l'intérieur. Tout ça, j'avoue que je sais pas. Je suis pas compétent. Ensuite, mais à la limite, que ces avions, à la limite, on s'en fout complètement, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le fait que les avions soient rentrés dans les tours, c'est suffisant. C'est suffisant pour produire la catastrophe que l'on sait, parce que de facto, c'en est une quand même de catastrophe, ne serait-ce que pour les malheureux qui étaient dans les tours. Dans les tours et dans les avions. Et dans les avions, absolument. Bien sûr. C'est une catastrophe pour eux, pour les pompiers aussi, parce qu'ils ont eu des séquelles terribles. Même, il y en a même eu qui ont été pris dans l'effondrement. Aussi, oui. Tout ça, c'est un événement dramatique pour ces gens-là, c'est dramatique pour les New-Yorkais aussi, parce que la vie à New York n'a pas été facile pendant des mois à cause des poussières, tout ça. Bon. C'est un événement politique et historique gigantesque et tout ça. Ensuite, ce genre de détails, on s'en fout. On s'en fout. Ça ne change strictement rien.
À la finalité, oui. À la finalité, et même, je dirais, c'est un détail de modus operandi qui ne change strictement rien. Vous voyez, donc pour moi non, c'est et puis je vous dis, on a vu des milliers de gens ont vu ces avions se cracher dans les tours, donc faut arrêter de. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons vous adresser un message avant de poursuivre ce passionnant échange. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, nous allons reprendre la lecture de vos messages, chers auditeurs de Radio Courtoisie. C'est une auditrice, cette fois-ci, qui s'adresse à vous. Quand on voit revenir M. Valls, qui a fait la couverture de l'Express comme franc-maçon de la loge ni Dieu ni maître, comme ses amis, je m'étonne que vous ne parliez pas de ces hautes loges qui nous gouvernent. Je relis Jean Montaldo, Mitterrand et les voleurs qui donnent des explications sur la situation dans laquelle nous sommes. Mitterrand et les 40 voleurs. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de sympathie pour la franc-maçonnerie, en tout cas la franc-maçonnerie moderne. Je pense que c'était une organisation intéressante au XVIIe, XVIIIe siècle quand ça a été créé, c'était intellectuellement intéressant, mais après c'est devenu trop une sorte de Rotary Club de notables, donc ça n'a pas grand intérêt pour moi. Je m'en fiche un peu, je pense qu'ils ont une influence politique dans la marche de certains pays, qui est plus ou moins grande, mais je pense pas qu'elle soit si déterminante qu'on veut bien le dire. C'est un groupe de pression parmi d'autres. Il y en a d'autres, des groupes de pression, y compris de l'autre côté, pour le coup. L'Église catholique aussi a ces groupes de pression, qui peuvent avoir plus d'influence, alors à mon avis moins en France qu'en Espagne, par exemple, mais quand même, ou en Italie, mais quand même, c'est des groupes de pression aussi, tout le monde en a. Donc, oui, d'accord, de toute façon, ils me sont pas sympathiques, ces gens-là. J'aime pas ce genre de Rotary Club, enfin de gens qui... On est de l'entre-nous, vous voyez, j'ai horreur de ça. Y compris dans la vie courante, d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je refuse de les surdéterminer. Je me refuse à le faire. J'ai peut-être tort, c'est possible. C'est possible que j'ai tort. De même que je pense pas que ce sont eux qui ont déclenché la Révolution française, par exemple. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Ils ont eu un rôle et tout ça, mais beaucoup moins qu'on veut bien le dire. Oui, certainement. Beaucoup moins qu'on veut bien le dire. Et c'est d'autant plus qu'à l'époque, ce que tout le monde oublie de dire, parce qu'on nous présente, il y a un discours anti-franc-maçon qui a été créé par des milieux catholiques de la fin du XIXe siècle, qui ont reconstruit l'histoire aussi, pas toujours de façon très honnête. Et aujourd'hui qu'on reprend bêtement, recrachant ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pu dire ou écrire en 1890, alors que mine de rien, l'historiographie a fait des progrès considérables, y compris sur la période de la Révolution française, par exemple, et on sait que les francs-maçons, d'une part, ils n'ont pas influé directement sur les événements, ils ont eu une importance, etc. Oui, c'est vrai, mais ce que tout le monde oublie de dire, c'est que les francs-maçons, là où ils étaient les plus puissants, c'était dans l'aristocratie. Oui. C'est vrai. C'était dans l'aristocratie, c'était pas dans le peuple, ni chez les bourgeois, même un peu aisés. C'était dans l'aristocratie qu'il y avait le plus de loges, ne serait-ce que par la tradition des Lumières, des salons littéraires, de tout ça. Bon, c'est dans l'aristocratie, y compris dans l'armée d'ailleurs, qu'il y avait le plus de francs-maçons. Y compris jusqu'à la cour. Donc, c'est un peu chercher. Encore une fois, ça c'est de la théorie du complot. C'est croire que des gens, un groupe de personnes occultes et surpuissantes peuvent déclencher des événements de ce genre. Non, ils peuvent éventuellement et tout au plus l'influencer, oui. L'orienter à la marge avec une petite pichenette qui va, ça je veux bien, mais le créer, non, certainement pas. Et je vous dis, il y en avait toute une partie dans l'aristocratie, y compris dans l'aristocratie
qui va fuir à Coblence, dans l'émigration. Eh oui. Hein, et donc, c'est même pas dans l'aristocratie, dans cette petite fraction de l'aristocratie qui est passée à la Révolution. Non, mais d'une aristocratie très contre-révolutionnaire. Hein. Ouais. Les francs-maçons étaient très, très, très nombreux. Donc, bon. Alors, il y a d'autres messages. Il n'y a pas d'autres Pas messages encore. pour Il va y l'instant. en avoir d'autres qui vont arriver. Alors, effectivement, c'est passionnant ce que vous dites, Laurent Henninger, sur justement l'acteur et le système. Pour reprendre le titre du livre de Michel Crozier des Oui. années 70. Oui. L'acteur et le système, c'est fondamental. L'acteur peut infléchir le cours des événements, mais il ne crée rien ex nihilo, en fait. Et par exemple, le terrorisme... Et les fois où ça arrive, c'est rarissime dans l'histoire. C'est rarissime. Oui. Voilà, faut pas exclure que certains événements historiques aient pu être façonnés par un bonhomme. Mais je vous dis, c'est rarissime. C'est rarissime. Et si on reprend l'exemple de Churchill, par exemple, bon... Churchill, oui, mais... vous savez qu'il en 40, vous voulez dire, son point en et 1940. Et vous savez qu'il était en but, évidemment, à l'opposition de Lord Halifax. Bien sûr. Et la position de Churchill au sein du cabinet n'était pas très solide pendant un moment. Je sais. Ça. Il y avait une majorité du Parti conservateur britannique qui voulait faire la paix avec les Allemands et les Italiens, oui. Et Churchill a dû se battre. Hein. Heureusement qu'il a eu le soutien, au final, il a eu le soutien de la monarchie, le soutien du roi. Et il a eu le soutien du peuple aussi, du peuple anglais, qui ne voulait pas d'une alliance avec les nazis et les Italiens. Mais il est vrai que si on regarde le cas de Churchill, personnalité hors norme, qui dès 1933, dès l'avènement d'Hitler, proclame qu'il y aura la guerre avec l'Allemagne, prêchant seul dans le désert à ce moment-là, devenu un raté, entre guillemets, de la vie politique anglaise. Ah oui, c'est un has-been complet, un raté complet dans les années 30. Oui. Il est complètement à la ramasse, comme on dit. Hein. Oui. Sa carrière est foutue, finie. Enfin, c'est un type de seconde ou de troisième zone. Et oui. Et personne ne misait un shilling sur son avenir. Absolument, absolument. Et lui, il est resté convaincu de cette idée. Ce qui ne l'a pas empêché de se rapprocher un moment, de discuter un peu avec des représentants de l'Allemagne, avec des milieux fascistes anglais, ou tout ça. Il admirait Mussolini, paraît-il. De toute façon, on sait maintenant que Mussolini a été à une époque de sa vie un agent des services secrets britanniques. Voilà. On a trouvé les archives, oui, on le sait. Oui. Pendant une petite période, il a travaillé pour les Anglais. Oui. Et Churchill a cru en son destin pendant la traversée du désert des années 30. Je dirais, prenant une hypothèque sur l'avenir en proclamant qu'il y aurait une guerre avec l'Allemagne et s'obstinant le proclamer dans ce qui semblait être le désert, mais ce qui a été payant, puisque quand les tumultes sont devenus évidents, alors on s'est tourné vers lui. Tout à fait. Mais même une fois qu'on se soit tourné vers lui, il a dû batailler encore longtemps. Hein. Oui. Et même après l'été 40, après qu'il ait obtenu que la Grande-Bretagne ne capitule pas, dans la foulée de la France, pendant encore facilement 1 an ou 2, si ce n'est 2 ans et demi, il a dû encore batailler. Et encore une fois, pour parler vulgairement, il a dû ramer. C'était pas gagné encore. Hein. Oui. En 43-44, ça y est, c'était emporté. Bon, en plus, il y avait l'alliance américaine qui était sur des rails et tout ça, donc ça allait. Je pense que la bande à Halifax s'était calmée. Oui. Mais oui, Halifax, qui dans le film, ce très beau film d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques années sur Churchill en 1940, je crois que ça s'appelle je sais plus, les heures sombres ou quelque chose comme ça, Churchill appelle Lord Halifax Lord Halifax, c'est-à-dire le Saint Renard. Et alors, l'acteur et le système, on voit les erreurs d'Hitler extraordinairement
préjudiciable à l'Allemagne nazie, puisque il laisse partir le corps expéditionnaire anglais à Dunkerque, ce qui a en même temps sauvé politiquement Churchill, puisqu'à partir de là, il a été consacré dans sa stratégie, Churchill. Oui, alors sur l'affaire de Dunkerque, c'est encore un sujet sur lequel les historiens polémiquent et ne sont pas d'accord, et c'est toujours pas tranché. Il y a toute une école qui dit qu'il a fait exprès de les laisser repartir. Parce que Hitler aurait encore caressé le rêve à ce moment-là, en juin 40, de retourner l'Angleterre. Et donc, il aurait fallu, dans ce cas, l'aménager. De la retourner parce qu'il pouvait s'appuyer sur le fait que toute une partie des oligarchies anglaises, et en particulier de l'aristocratie anglaise, était pro-nazi, ne serait-ce que par des liens familiaux. Parce que c'est quand même des Allemands, pour une partie d'entre eux. Et Hitler était un grand admirateur de Kipling, de l'impérialisme britannique, de l'impérialisme américain. Il lisait Kipling avidement. Il lisait un autre de ses romans favoris, c'était La Casse de l'oncle Tom. Bon, c'est pas anglais, mais c'est américain. Et c'était un grand admirateur des anglo-saxons. Et en particulier de leur impérialisme. Il les admirait et dans ses rêves les plus fous, on sait qu'il caressait l'idée de s'allier avec eux, de diriger le monde avec eux, à leur côté, contre tous les peuples inférieurs. Ça d'une part. D'autre part, les erreurs de Hitler, ça aussi, ça a été en grande partie revu par l'historiographie de ces 20 dernières années, puisque on a mis beaucoup de bémols sur l'excellence militaire allemande au XXe siècle, pendant les 2 guerres mondiales. On a mis beaucoup de bémols. Les Allemands sont pas si excellents qu'on veut bien le dire. Ils sont bons tactiquement, oui, mais pas toujours. Stratégiquement, ils ont fait bêtises et bévues sur bévues, et on peut pas l'imputer ça seulement à Hitler ou à Guillaume II pour la Première Guerre mondiale. C'est trop facile de faire porter le chapeau aux politiques en haut, surtout quand ils sont morts et qu'ils peuvent plus se défendre, et surtout quand ils ont acquis déjà une aura de plus grands salauds de l'histoire de l'humanité. Personne ne va aller les défendre. Donc un type comme ça, il est idéal pour porter le chapeau de toutes les bêtises possibles et imaginables. Et ça, et aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas privés de le faire. C'est un peu un sport très répandu. Bon, mais au niveau stratégique, c'est l'Allemagne en général et les oligarchies allemandes qui ont fait bévue sur bévue. Alors Hitler a fait les siennes. Cela dit, il y a plein de cas où les décisions de Hitler étaient meilleures, étaient plus saines que les décisions de l'état-major. Par exemple, au moment de la défaite de Stalingrad, l'état-major voulait que la 6e armée allemande encerclée dans Stalingrad tente une sortie. Et Hitler a dit non, surtout pas. Surtout pas, parce que s'ils tentent une sortie, là, c'est le moment où ils vont être le plus vulnérables et ils vont se faire tous massacrer. S'ils restent là où ils sont, il y a encore un espoir, faible, mais un espoir, qu'on puisse venir les secourir. Vous voyez ? Et donc, c'est lui qui avait la bonne idée. Mais c'est tout le système militaire allemand qui était incapable de penser la stratégie. Incapable. C'était des gens qui, en fait, avaient dans la tête des paradigmes de la guerre qui étaient ceux de l'époque napoléonienne, tant en termes d'espace que de temps. Les soviétiques, avec l'art opératif, étaient meilleurs. Oui, et puis même leur stratégie était meilleure, parce que c'était des gens... Vous savez, Clausewitz avait beau être prussien, il a finalement été très peu lu et très peu compris au XXe siècle dans l'armée allemande. Il a été beaucoup plus lu et beaucoup plus compris chez les soviétiques.
à commencer par Lénine, qui était un grand lecteur de Clausewitz, et qui comprenait que la guerre, c'était un phénomène profondément politique. Et l'excellence de l'armée allemande dans les premières et secondes guerres mondiales, c'est une excellence qui est même pas uniquement tactique, qui est ce que j'appelle moi une excellence professionnelle. C'est-à-dire, et je mets derrière cet adjectif professionnel, tous les savoir-faire et les savoir-être du militaire, c'est-à-dire la discipline, l'entraînement, la militarité, la capacité à bien maîtriser le système d'armes qui t'est confié, que ce soit un canon ou un fusil ou un pistolet. Bon, savoir être, oui, je l'ai dit, déjà discipliné, avoir un bon corps de sous-officier, etc., etc. Tous ces trucs qui font le quotidien et, je dirais, la patte de base d'une armée, et que je ne méprise absolument pas, c'est la patte de base d'une armée. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en contenter. Et trop de gens s'en contentent parce que c'est effectivement le premier signe extérieur qui passe bien. La stratégie, on ne le voit pas. Vous voyez, la stratégie ou l'art opératif, tout ça, on ne le voit pas. On voit qu'une armée qui défile bien ou pas, une armée qui se tient bien, qui a des beaux uniformes, qui sont propres. Ça a été le mirage de 1939 de l'armée française. Oui, c'est ça. Bon, et on sait maintenant que en mai-juin 1939, la victoire allemande sur l'armée française, elle n'est pas si miraculeuse que ça. Elle a été obtenue d'un cheveu. D'un cheveu. Ils sont passés à un cheveu de la catastrophe. Et les Français ne sont pas du tout à blâmer. Le discours type, comme dans ces saletés de films là, sur la 7e compagnie qui représentent une armée française de lâches et de démerdards et de fuyards et de petits débrouillards, c'est dégueulasse, c'est faux. L'armée française s'est battue, elle a eu des morts, elle a résisté en plein d'endroits et plutôt bien. Elle aurait pu poursuivre le combat en Afrique du Nord, mais ça c'est un autre débat, immense, mais bon... Et c'est pas du tout l'armée des lâches et des veules qu'on a présenté. Vous savez, l'armée allemande, faut la voir sur 2 siècles. Elle naît en Prusse au XVIIIe siècle. Elle monte en puissance tout au long du XVIIIe siècle. Elle reçoit une première dérouillée en 1806 à Iéna par Napoléon. Et après Iéna, il y a tout un tas de réformes qui sont mises en œuvre. Il y a Clausewitz qui écrit son ouvrage, etc. Et si bien qu'on arrive dans la décennie 1860, c'est l'armée la plus puissante du monde, la meilleure du monde, et qui surtout est dirigée par les meilleurs intellectuels militaires du monde à cette époque. Bon. C'est un peu comparable à ce qui se passe dans certaines grandes familles industrielles. Vous savez, il y a le grand-père qui bâtit un empire industriel, à la force de ses poignets, en se battant, en étant courageux, en étant intelligent aussi, etc., etc. En travaillant sans relâche. En travaillant sans relâche, en prenant des risques, etc., etc. Quelque chose d'assez admirable, d'ailleurs, dans ces cas-là. Bon, vous avez le fils, ensuite, qui arrive, qui gère l'empire, et vous avez le petit-fils qui va tout dilapider, en voiture de sport, en bêtises, en yacht, en sortie à Saint-Tropez ou tout ça, qui va rien apprendre en école de commerce, qui va rien foutre et puis qui va détruire l'Empire. Quelque part, l'armée allemande, il y a de ça. C'est-à-dire il y a un capital gigantesque et très intéressant et solide qui est constitué au XIXe siècle. Tout au long du XIXe siècle, il va amasser ce capital. Ce capital ensuite va être géré moyennement bien par le père. Après le grand-père, par le père, c'est grosso modo la guerre de 14 et les années qui précèdent, et puis dilapidé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est ça, dilapidé pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Mais oui, absolument. Donc, non, il ne s'agit pas de dire tout l'armée allemande c'est nul, c'est nul, c'est nul. Il ne s'agit pas de dire ça, mais il s'agit de faire des bémols et de corriger le tir, c'est le cas de le dire, mais de corriger le tir en disant calmons-nous, c'est pas si simple que ça. C'est une analyse très intéressante. Ah oui, très très. Et alors, il y a un message vient d'arriver encore. Oui. Bonjour et merci pour cette émission. Très convaincant vos réflexions concernant Pearl Harbor, dit cet auditeur.
Il a une question. Auriez-vous, par ailleurs, des éléments d'analyse concernant le sabotage Nord Stream et une implication britannique correspondant bien à ses services secrets et à sa politique d'affaiblissement de l'Europe ou de toute nation émergente? Oui, Alors, britannique ou américain? écoutez, Nord Stream, moi, quand j'ai appris que ça avait sauté un matin en écoutant les infos, comme tout le monde, la première idée que j'ai eue, je me dis, c'est un coup des Anglais. C'est un coup des Anglais parce que faire des opérations tordues avec des commandos très James Bond et en plus en mer, ça fleurait l'Angleterre, ça fleurait les services anglais à quelques kilomètres, vous voyez. C'était vraiment bon. Ils ont une vieille tradition de piraterie, eux aussi. C'est quand même une nation qui s'est fondée en tant que nation pirate au XVIe siècle et qui a commencé par être pirate contre les Espagnols et les Portugais, accessoirement les Français. Bon, donc les coups tordus, ça leur fait pas peur. C'est des voyous, des voyous très gentleman, avec des chaussures cirées et tout ça, mais bon. Et je me suis dit, c'est les Anglais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que les Anglais ont participé pour donner des conseils, des trucs de genre, parce qu'effectivement, ils s'y connaissent. Mais je pense... C'est les Américains. Mais c'est évident que c'est les Américains, Voilà. parce que c'est eux qui ont les moyens. Oui. C'est eux qui ont les moyens, parce qu'au bout d'un moment, là, c'est des moyens très lourds qu'il fallait pour faire sauter les deux pipelines en même temps, sur une zone qui finalement est assez étendue. Etc. En plus, les Américains, depuis des années, n'arrêtaient pas de lire, de dire, de proclamer. Officiellement, c'est même pas moi. On peut même pas dire que c'est moi qui suis dans la théorie du complot et qui affabule. Les Américains le proclamaient depuis des années qu'ils voulaient se débarrasser de ce pipeline, éventuellement le faire sauter. Ils le disaient. Bon, ils l'ont fait. Et effectivement, les journalistes de tout l'Occident, qui sont des laquais, des minables, des pauvres gens, ont immédiatement, le matin même pas cherché à vérifier quoi que ce soit, c'est les Russes. Mais quel intérêt les Russes auraient-ils à faire ça? Certainement pas. Aucun. À la limite, ils fermaient le robinet. Et au pire, ils fermaient le robinet, Oui. tout simplement. Donc c'est absurde. Mais ces journalistes, de toute façon, toute cette caste médiatique est composée maintenant non seulement de gens de moralité inexistante, mais également de compétences intellectuelles inexistantes aussi. Oui. Donc, ils sont capables de dire des bêtises, y compris des bêtises pour leur propre camp. C'est ça qui est bon. Donc voilà, mais bien sûr que c'est les Américains. Alors maintenant, la question qui se pose, mais ça, on retrouvera les sources. Moi, je suis persuadé, pour le coup, que ça, pour ce coup-là, c'est pas comme le 11 septembre. Là, je pense qu'on saura... que les archives parleront, que des gens vont parler une fois que la guerre sera terminée et tout ça. Et la seule question qui se pose maintenant, c'est est-ce que, et il semblerait que si, il semblerait qu'ils aient, pour faire sauter les deux gazoducs, qu'ils aient utilisé une arme nucléaire tactique très faible en mer Baltique. Parce que pour faire exploser ça, en plus les sismographes de la région... C'était très en profondeur. C'était à 80 mètres de profondeur, ce qui n'est pas hyper profond non plus. Non. Mais ces deux gros oléoducs, mais vraiment très, très, très larges, dans un acier très dur, partiellement recouvert de béton, et, ou encastrés dans du béton, et séparés l'un de l'autre d'une 50aine de mètres. Mine de rien, faire sauter ça, avec des explosifs normaux, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'avec une bombe nucléaire tactique, même très faible, même de 1 kilotonne ou de 0,5 kilotonnes, c'est-à-dire faiblissime. Je vous rappelle que Hiroshima, c'est entre 15 et 18 kilotonnes. Donc là, avec une petite bombe nucléaire miniaturisée, c'est ce qu'il faut pour faire sauter ce genre de choses. Et il y a des éléments, encore une fois, il n'y a pas de preuve définitive, mais il y a des éléments qui permettent de l'avancer. Oui. Voilà. Sur la question de cette habitude anglo-saxonne et plus particulièrement américaine d'utiliser des provocations que soit l'on monte, soit on laisse, on attend que l'adversaire d'en face soit suffisamment bête pour faire la bêtise qu'on attend de lui. En plus, il faut savoir une chose.
Et là aussi, c'est un pattern. Je parlais tout à l'heure de l'habitude de cette culture maritime qui prédispose à pratiquer la taxe au faux drapeau, mais il y a une autre culture qui, cette fois-ci, est politique, qui existe dans ces pays-là. C'est qu'étant donné que ce sont des démocraties, l'opinion publique est d'autant plus importante dans une démocratie. Et donc, il y a d'autant plus de nécessité de la manipuler. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les États-Unis, quand ils se créent au XVIIIe siècle, l'un des grands slogans, l'une des grandes idées forces de ceux qu'on appelle les pères fondateurs, Washington, Jefferson, Franklin, etc., l'une de leurs grandes idées, c'est de dire « nous serons une marchande de commerçants pacifiques ». Parce qu'au XVIIIe siècle, il y a toute une utopie, il y a toute une croyance qui parle de ce qu'on appelle le doux commerce. Montesquieu. Oui, le doux commerce, et disant que les commerçants et les peuples de commerçants, les nations de commerçants n'ont pas intérêt à faire la guerre. On sait depuis que c'est complètement faux. Mais peu importe. Peu importe. Et nous serons une nation de commerçants, nous n'avons pas intérêt à faire la guerre, nous ne chercherons pas à faire la guerre, et nous ne serons pas comme les tyrans de la vieille Europe, c'est-à-dire les rois. Nous ne serons pas comme les tyrans de la vieille Europe qui entraînent leur peuple dans le chaos de la guerre et dans l'horreur de la guerre en fonction de leur simple caprice. Nous ne ferons la guerre que si nous sommes attaqués. Par conséquent, ils ont besoin d'être attaqués. Ouais, voilà. Voilà. Une auditrice apporte un complément d'information à l'instant concernant Nord Stream 2. Le flux était déjà coupé en représailles des sanctions contre la Russie. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de marée noire. C'est possible, en effet. Oui. C'est possible. Mais alors, justement, il y a quelque chose qui laisse pantois, me semble-t-il. C'est la façon dont les Américains arrivent à bloquer la divulgation de la vérité auprès des peuples européens et américains aussi, d'ailleurs. À l'ère de l'Internet, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'une certaine perméabilité, une certaine fluidité des flux d'informations, c'est étonnant quand même. C'est étonnant et en même temps, ça relève de l'idéologie. Vous savez, les gens, ils gobent aussi ce qu'ils ont envie de gober. Oui. Vous savez, comme disait une vieille chanson populaire... Et ils rejettent ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Exactement. Il y a une vieille chanson populaire parisienne des années 30 que vous connaissez sans doute, qui disait « Parlez-moi d'amour, redites-moi des mots si tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. » Bon, ça veut dire qu'on a envie d'entendre ça. On a envie. Il y a des pans entiers des opinions et des populations européennes ou autres qui ont envie d'entendre ça, parce que ça les arrange, parce que ça les conforte dans leur certitude, parce que c'est un beau récit pour eux, quelque part. Et voilà. Et puis parce que se poser des questions, finalement, ça gratte, quoi, ça pique, c'est désagréable. Et puis bon, et puis il y a un autre phénomène qui s'est produit, c'est que dans ces milieux médiatiques, communication, machin truc, il y a énormément de gens de gauche ou qui viennent de la gauche, sous toutes ses formes, parce qu'il y a 25 000 gauches différentes qui se détestent souvent entre elles d'ailleurs, mais peu importe. Et il s'est passé, il y a un tournant qui s'est produit dans les années 80, c'est que les gauches, les différentes gauches, en tout cas en France, mais c'est valable à peu près ailleurs aussi, sont passées dans le camp de l'Amérique. Nous, on a l'habitude des gauches des années 50, 60, 70, qui manifestaient avec des drapeaux rouges, des portraits du Che, qui criaient à bas l'impérialisme américain, paix au Vietnam, Ho Chi Minh. Bon, on a l'habitude de ça. Surtout quand on est de certaines générations, on a l'habitude de ça, c'est notre jeunesse. On a l'habitude de penser que la gauche, c'est ça. Elle est anti-américaine. Elle a pu l'être à un moment, oui. Encore que même à cette époque, il existait une gauche pro-américaine aussi. Mais on en parlait moins, elle était moins spectaculaire, elle faisait moins de barouf dans les rues. C'était toute une partie de la SFIO, qui était, c'est-à-dire de l'ancien parti de l'ancêtre du Parti socialiste, qui était otanienne à fond, et qu'il était dès 49, par anticommunisme. Bon. Mais
On a l'habitude de ça, mais vous savez, les choses changent dans l'histoire, les choses se retournent. Et dans les années 80, moi, je l'ai vu sous mes yeux. J'avais 20 ans en 80, j'ai vu sous mes yeux dans les années cette année-là et toutes les années qu'on suivit, les gens de gauche devenir pro-américains finalement. La démocratie américaine... Qui ont rejoint le camp Biden. Mais voilà. Voilà. Mais à l'époque, ils rejoignaient Reagan. Hein. Oui. À l'époque, ils rejoignaient Reagan. Ça les piquait un petit peu. Parce que Reagan était quand même très à droite et ça les piquait un peu. Mais, après tout, ils se disaient, Reagan, c'est jamais qu'un bonhomme, il passera, il y en aura d'autres. Ce qui compte, c'est l'Amérique derrière, c'est le fond. Plus, c'est la structure de fond qui compte. Et l'Amérique, c'est la démocratie, c'est l'ouverture, c'est le rock, c'est les cheveux longs, c'est la finance. C'est la liberté sexuelle, etc. C'est pas comme tous ces trucs de ringards de la gauche, des communistes, de l'URSS, où on vit encore dans les années 40, où il n'y a pas de liberté sexuelle et tout ça, où il n'y a pas de... Bon... Et comme la gauche... Ils sont complètement retournés à cette époque-là, complètement. C'est très intéressant de voir comment ils sont... Et aujourd'hui, ceux qui sont les plus hystériques pour défendre l'Amérique, pour défendre l'Europe, l'Union européenne, pour défendre tous les trucs de l'Amérique, pour être anti-russe, anti-Poutine, ceux qui sont les plus hystériques, c'est pas les gens de droite. Oui. Même quand ils le sont. C'est les gens de gauche. Oui. Ils sont mauvais comme la gale dans ces cas-là. Hein. Et ils détiennent les leviers culturels, universitaires, médiatiques. En plus de détenir la vérité avec un L et un V majuscule, comme chacun sait. Donc ils ont le pouvoir de bloquer l'information. Oui. Et immédiatement, de vous accuser de nazi. Oui. Immédiatement. De façon mécanique. Et de complotiste. Voilà. Il est impossible, ce que vous avez dit sur Nord Stream, il est impossible d'aller le dire sur LCI, sur... Vous aurez des chiens de garde qui ne manqueront pas immédiatement de vous hurler dessus, comme ils l'ont déjà fait quand des malheureuses gens un petit peu critiques ont eu le malheur d'être invités au début sur LCI. Caroline Galacteros s'est fait hurler dessus, littéralement. Bon. Je rappelle juste, chers auditeurs, que vous écoutez le libre journal de la crise de Radio Courtoisie et M. Laurent Artaud-Duplessis reçoit aujourd'hui M. Laurent Henninger. Et donc, oui. Et alors, ce blocage médiatique est plus que jamais implacable, semble-t-il. Et on voit une dichotomie de plus en plus marquée avec les médias dits alternatifs qui sont le vecteur d'une évolution des mentalités, semble-t-il. Oui, absolument, oui, absolument. Mais qui ne sont pas à l'abri d'un coup... de censure. D'un coup de censure, d'un coup d'État, pour le coup, de censure, qui ne sont pas à l'abri, hein, et qui peut surgir à n'importe quel moment. Et alors le fait qu'en plus, il y ait cette bipolarisation sur deux familles de médias, les médias mainstream et les médias alternatifs, ça renforce aussi l'autisme qu'on rencontre dans les populations, où c'est de plus en plus impossible de discuter avec quelqu'un. Moi, je le vois, y compris avec des amis de 30 ans. C'est impossible de discuter. Ils sont rentrés dans un endoctrinement. Ah oui. Alors, eux pensent que c'est nous qui sommes rentrés dans Oui. Ils veulent. Mais c'est impossible. En famille, les dîners de famille, on ne parle plus, quoi. C'est vrai. C'est vrai, oui. Il faut dire que l'information est tellement bien faite. Quand on voit certaines chaînes de télévision où c'est répété en boucle, des personnes qui ne regardent ça, il y a un lavage de cerveau considérable. Oui. Considérable. Bien sûr. Et alors, que pensez-vous des nuages qui s'amoncellent à cet horizon 2025 ? Bon, il y a l'affaire ukraino-russe, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Le Moyen-Orient, la chute d'Assad n'est pas forcément de bon augure sur la stabilité de la région. Pour ne parler que de ces deux endroits, puisqu'il y a aussi l'Indo-Pacifique, où les tensions ont plutôt tendance à s'intensifier également. Oui. Et l'Indo-Pacifique, en plus, ça peut déraper très fort quand on sait que Trump, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais sur d'autres questions, il est obsédé par la Chine. Oui.
C'est sa priorité. C'est sa priorité. Oui, oui. Donc, bon. Bon, alors cela dit, il va y avoir vraisemblablement... de toute façon, écoutez, il faut pas se leurrer, il faut aller vite, il faut aller droit au but. Tout actuellement est en crise. Tout le monde et partout est en crise. Regardez l'Allemagne, qui est le fleuron de l'Union européenne, est en crise. Il y a des pans entiers du monde politique et de la population et de l'électorat qui veut quitter l'Union européenne. En Allemagne, On n'en parle pas, mais c'est gigantesque. Oui. Vous avez l'Union européenne qui annule des élections libres qui ont eu lieu en Roumanie et en Géorgie, qui se comportent comme une... De toute façon, ce qui est fabuleux, c'est que c'est le système capitaliste, quand il est en crise à ce point, qui devient dingue, il fait exactement les mêmes saloperies que les communistes. Exactement les mêmes. Hein, suppression des libertés, annulation d'élections, etc., etc. Bon, bien sûr, bientôt on va avoir les hôpitaux psychiatriques spéciaux pour les dissidents, on va avoir tout ça, quoi, les goulags, pourquoi pas. Oui. Ils font les mêmes. Donc... Et un système en crise est belligène, souvent. Ben évidemment. Vous ne pensez pas que pour l'Ukraine, il va y avoir un terrain d'entente Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très possible. Oui. C'est très possible. Mais d'une part, il y a toute une partie des milieux ukrainiens qui n'en veulent pas. Il y a toute une partie qui en veulent. Oui. En Ukraine toujours. Donc ça peut déjà se terminer en une guerre civile entre Ukrainiens. Oui. Pour savoir s'il faut faire un accord avec les Russes ou pas. Eh oui. Ça peut déjà commencer par faire une guerre civile entre Ukrainiens. Ce qui ne serait pas étonnant du tout quand on sait qu'en fait, il n'existe pas une Ukraine. Oui. Ça, c'est un mythe, c'est une fiction. Il n'y a jamais eu une Ukraine, il y en a toujours eu plusieurs. Et donc, moi, la guerre civile interne à l'Ukraine et des règlements de compte entre Ukrainiens, y compris entre Ukrainiens qui se sont battus contre les Russes, hein, Oui. c'est tout à fait dans le domaine du probable. Mais là, M. Trump et l'OTAN, est-ce que vous pensez qu'ils vont... Mais l'OTAN est en crise aussi. Est en crise aussi, oui. L'OTAN est en crise aussi. L'Union européenne est en crise. Les deux peuvent exploser dans l'année, là. Oui, hein. c'est vrai. Mais oui. J'ai pas dit que c'était Non, sûr, mais... ni qu'il y avait 80% de possibilités Non, que ce non, soit non. comme ça. Mais ça fait partie des possibles, là, maintenant. Oui. Et c'est plus simplement des rêveries, ça fait partie du possible. Ces deux organisations sont en crise. Les États-Unis, même si Trump a été élu, les États-Unis, le modèle américain est en crise. Économique, politique, culturelle et anthropologique. Oui. Le modèle américain est en crise. La Russie, c'est vrai qu'elle se porte pas trop mal économiquement et tout ça, bon, mais c'est pas non plus parfait, hein. C'est pas non plus... Oui. Les gens qui m'accusent, ça m'est arrivé 50 fois, oui, t'es un agent de Poutine et tout ça. Moi, je leur réponds toujours, j'aimerais bien, hein, comme ça, j'aurai moins de problèmes à la fin du mois pour payer mes factures. J'aimerais bien être un agent de Poutine, mais bon, en plus, il a la réputation d'être radin, donc je pense pas que ce soit... bon, bref... Mais non, je suis pas un agent de Poutine, j'ai aucune illusion sur Poutine, je connais un petit peu la vie politique russe. Poutine qui, entre parenthèses, dans la vie politique russe, ce qu'on oublie tout le temps de le dire, c'est que c'est un modéré, hein, c'est un centriste. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un modéré. C'est un modéré. C'est ce pas qu'on du lui tout reproche. Trop c'est- flegmatique, oui, Oui, c'est absolument. pas du Oui, tout oui. un excité. Hein. Non. Et s'il était renversé, ce serait plutôt par des ultras. hein. Mais évidemment, Donc, oui. évidemment. Et là, la question que beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir après Poutine? Parce qu'il va pas être éternel non plus. Est-ce qu'il prépare des dauphins actuellement? Je lui souhaite. Et puis les dauphins ne sont pas Poutine. Hein. Oui, en plus. Oui. Bon. Il y a plein de pays d'Europe qui sont en crise. La Grande-Bretagne est en crise, notamment à cause de l'immigration. Là, ça commence à faire un trop-plein. C'est catastrophique. Dans plein de pays, c'est ça. Il y a la crise du Moyen-Orient, mais Israël est en crise. La société israélienne est mal dans sa peau, fondamentalement Mais oui. mal dans sa peau. Les pays arabes, de toute façon, c'est la crise en permanence. L'Iran est en crise entre deux fractions, au moins entre deux fractions politiques
qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. La Chine, le pouvoir chinois a des problèmes économiques et politiques internes au Parti communiste. La crise, elle est partout, là. Elle est partout. Je ne connais pas en détail la situation politique de chaque pays du monde, loin de là, mais la crise, elle est partout. Ce qui, en général, débouche sur des embrasements guerriers. Bah, évidemment. Embrasement guerrier ou autre, de toute façon, les embrasements dans ces cas-là, ils ne sont pas guerriers, ils sont globaux. Globaux. C'est ça. Eh bien, cher Laurent Henninger, nous arrivons vers la fin de notre émission, mais si vous voulez bien, nous en ferons d'autres. Mais volontiers. Nos auditeurs sont très intéressés par votre façon de voir les choses. Et donc, nous ferons d'autres émissions. Et notamment, nous pourrons nous centrer, par exemple, sur cette notion de crise qui est omniprésente actuellement dans le monde, et d'en examiner les causes et les conséquences en faisant, non pas de la boule de cristal, bien sûr, mais de la prospective. Et donc, je vous remercie pour cette excellente prestation. Oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Nous remercions également Claudia et Amélie pour la prise des messages. Oui. Et merci. Nous leur souhaitons une bonne année. À toutes les deux, bien sûr. Et à toutes les personnes qui concourent à la vie de Radio Courtoisie. Et nous vous incitons, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à redoubler d'efforts financiers pour assurer la survie et le développement de cette radio qui ne vit que par vos dons, et ce qui lui assure donc une totale indépendance vis-à-vis des agences de publicité, des groupes de pression diverses qui nous environnent et nous considèrent d'un air menaçant. Et nous vous souhaitons une très bonne année, chers auditeurs. Malgré ce que nous avons développé aujourd'hui. Mais au contraire, un homme averti en vaut plusieurs. Voilà. Et au revoir.